Voilà, je remets le micro. Donc, voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, surtout après cette longue pause. Désolé, nous avons eu un petit souci technique pour parler poliment. Mais pour parler en poliment, je dirais qu'on a été simplement censuré. Et voilà, donc nous allons poursuivre notre programme de ce jour avec la conférence qui nous interpelle tous, c'est-à-dire comment repositionner l'Afrique et son peuple au cœur de l'éternité cosmique. Bon, libellé comme ça fait un thème assez philosophique, j'avoue. Mais en vérité, on va aborder la question dans un sens très pratique et pragmatique. En tout cas, je vais essayer. Et voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Je t'écoute religieusement. Super, d'accord. En tout cas, je n'ai pas pris l'habitude de faire une conférence comme ça en visuel. D'habitude, je suis chez moi, je suis tout seul derrière mon ordinateur en train de parler au public. Mais là, ça fait une autre sensation d'être en face d'un public qui est un peu complice en même temps avec moi. Donc, ça fait beaucoup plaisir. Voilà. Donc, nous allons, je disais, aborder la question dans un sens un peu plus pratico-pratique, parce que c'est vrai que, comme j'expliquais dans le communiqué de presse que j'ai mis sur le site, l'Afrique a été sortie du ciel, manu militari, c'est-à-dire par la force. Et à la place, on a mis Jésus, Mahomet, qui sont deux personnages réputés fantasmagoriques et évidemment fictifs, qui finalement ont remplacé ce rapport que nous avions avec les astres. Et cela nous porte beaucoup de préjudice aujourd'hui. Quand on voit l'Afrique se débattre spirituellement, politiquement, sans repère, parce que on se rend compte, juste pour illustrer un petit peu mes propos, que sur le plan politique, chaque décennie, on nous sort un programme. On a eu ajustement structurel, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a vécu ça, où ils ont profité pour privatiser toutes les entreprises d'État, pour les attribuer à des multinationales, sous prétexte que ça allait nous permettre de pouvoir faire face à la bonne gouvernance. Ça aussi, c'est un terme qu'ils ont mis dans nos têtes. Et on a eu également des programmes de pays pauvres très endettés. Après, même avant ça, il y avait aussi les programmes des pays en voie de développement, avec des mesures qui étaient prises. Et chaque fois, l'Afrique court derrière des programmes qui se révèlent une entourloupe. Quand on est sorti de l'esclavage, on croyait que l'esclavage était effectivement fini. Et bien que les chaînes avaient été enlevées, nous avions continué d'être des esclaves, mais autrement, de façon beaucoup plus subtile. Aujourd'hui, nous sommes face à la même situation. On nous fait miroiter que l'Afrique va pouvoir émerger
Et au nom de l'émergence, on a eu à rêver beaucoup. Voilà une dizaine d'années, on se retrouve encore avec une Afrique qui n'a point émergé. Donc, nous courons après les termes que l'Occident invente pour nous imposer. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est le panafricanisme. Donc, on nous fait miroiter les États-Unis d'Afrique qui vont pouvoir enfin permettre à l'Afrique de retrouver sa place dans le monde. Compte tenu de ce que nous savons de notre histoire, nous devons faire preuve d'une certaine prudence, d'un certain esprit critique par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous voyons des révolutions se produire, ce qui nous fait vraiment plaisir parce que il y a de cela quelques mois, en désespoir de cause, j'avais dit qu'il fallait que les militaires prennent leurs responsabilités parce que le système politique actuel dans tous les pays africains a failli. Et donc, aujourd'hui, quand je vois les militaires prendre toutes leurs responsabilités, effectivement, je suis heureux. Néanmoins, j'ai passé ces derniers temps à faire pas mal de recherches sur un certain nombre de sujets. Et ce qui m'importe avant toute chose, c'est que nous puissions réussir cette révolution africaine qui est plus que jamais nécessaire. D'où le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comment faire en sorte que nous cessions de courir derrière des chimères que l'Occident nous propose sur le plan politique, sur le plan médical, au niveau de la santé, avec les vaccins qui nous envoient à tout va, avec les programmes vaccinaux qui déciment littéralement nos populations et qu'on présente ça toujours comme étant des programmes pour prolonger la vie de nos populations, lorsque les mêmes politiques qui financent ces programmes disent par ailleurs qu'il faut réduire la démographie africaine. Les politiques africains marchent parce qu'ils n'ont pas le choix. La dernière crise que nous avons vécue a été, pour ainsi dire, le test grandeur nature de la faillite des systèmes politiques africains. Je ne vais pas m'attarder sur cet aspect des choses, mais c'est pour vous dresser un petit peu le contexte dans lequel j'ai jugé nécessaire de faire la conférence sur ce thème. Comment repositionner l'Afrique et son peuple au cœur de l'éternité cosmique. Quand on bâtissait les pyramides dans l'Égypte antique, c'était pour que ça dure aussi longtemps que le ciel. C'est ce que Thoth avait dit. J'ai ici une citation de Thoth qui dit notamment, bon, c'est en anglais, en parlant de la pyramide qu'il avait fait ériger, Thai monuments built forever in Thebes
I shall maintain as long as the sky itself. Donc, ils ont déposé des pyramides pour que ça dure une éternité. Aujourd'hui, on se rend compte que les hommes politiques africains font des programmes qui s'avèrent catastrophiques parce qu'ils sont dans l'urgence du temps. Ils sont dans l'urgence du temps parce que, financièrement parlant, nous ne maîtrisons pas notre système financier ni économique et nous sommes assujettis à la bonté, intéressés bien évidemment, des organismes tels que le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Ce n'est pas dans un souci de poser des ouvrages qui vont durer une éternité, comme dans l'Égypte antique, qu'ils travaillent aujourd'hui. Dans l'Égypte antique également, ce qui était frappant, c'est que, comme je l'ai dit dans la première partie de mon intervention qui a été censurée, c'est l'homme qui est au cœur de la tradition africaine. Donc, dans l'Égypte antique, tout ce qu'on faisait, c'était de faire en sorte que les hommes puissent eux-mêmes gérer leur vie, leur santé, de façon intègre, de telle sorte à ce qu'ils puissent durer le plus longtemps possible, notamment à travers la façon de se nourrir, à travers la façon de faire de prendre soin de leur corps. Et on expliquait dans l'Égypte antique qu'est-ce qu'était l'homme, de quoi était constitué l'homme, quelles sont les parties qui composent l'homme. Et il y avait effectivement des temples qui étaient érigés pour permettre, lorsqu'on n'avait pas réussi à prendre soin de sa santé, eh bien, permettre que les gens puissent venir prendre des bains notamment pour se faire guérir. Parce que le prolongement de la vie, le plus longtemps possible, ça permet effectivement de pouvoir atteindre à cette éternité. Aujourd'hui, les religions importées nous ont fait miroiter l'éternité à travers la vie après la mort, en nous mettant de nous instruire sur la façon de profiter pleinement de cette vie. Ils ont bien intérêt à le faire parce que pendant ce temps-là, ils nous pillent, ils collectent l'argent des pauvres pour pouvoir enrichir les clergés étrangers. Nous comprenons qu'il s'agit avant toute chose non pas de spiritualité, mais de commerce des âmes. Et j'ai eu à faire un live la dernière fois où j'ai pu aborder ces questions, où j'ai pu faire des suggestions pour que l'Afrique puisse retrouver son autonomie dans ce domaine. C'est une démarche que nous voulons intégrale. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire en sorte que dans tous les aspects de cette révolution africaine qui est en train de se mettre en place, nous puissions prendre en compte ce souci de l'éternité. Tout comme, bien évidemment, nos ancêtres l'avaient toujours fait. Nous voulons donc, dans le cadre de cette prise de parole,
en tout cas, traiter de la problématique du temps, de l'importance du temps. C'est-à-dire que nous pensons que quels que soient les projets que nous avons pour l'Afrique, quelles que soient les visions, quelles que soient les ambitions que nous avons pour notre continent, nous avons besoin de l'inscrire dans le temps. Non pas dans le temps, bon, pardon de la tautologie, mais dans le temps temporel tel qu'on le vit au quotidien, c'est-à-dire dans l'urgence du moment, mais avec une vision beaucoup plus profonde. Comment veut-on voir l'Afrique se développer? Quel développement? Comment veut-on voir l'Afrique émerger? Et à quelle échéance? Quel serait le visage de cette émergence qu'on veut pour l'Afrique? Nous voulons les États-Unis d'Afrique, mais est-ce que ces États-Unis d'Afrique seront l'aboutissement de l'œuvre coloniale, ou bien ces États-Unis d'Afrique seront des États-Unis d'Afrique qui auront été construits par nous-mêmes à travers une consultation rigoureuse des populations africaines. J'avais déjà présenté un ouvrage que j'ai pris le temps dans un live de 7 heures de vous faire découvrir. Et c'est un ouvrage qui a été préparé par le Vatican. Ça s'appelle la Charte des États-Unis d'Afrique. Et c'est le Vatican qui a construit cette charte. Cette charte qui détaille, dans les moindres détails, ce que doivent devenir les États-Unis d'Afrique, avec ce que doivent être les élections, avec qui doit contrôler les élections, avec ce qui doit être la police, comment doivent être les universités, comment on doit gérer l'agriculture, comment on doit gérer le système financier en Afrique. En tout cas, aux yeux du Vatican, ils ont déjà tout bouclé. Donc, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bien que je me réjouisse de ce que l'Afrique est en train de montrer un visage qui fait plaisir, notamment avec cette volonté de briser les chaînes avec l'ancien ordre colonial. Je dois néanmoins attirer l'attention de tous les Africains sur ces problématiques-là. Parce que je ne veux pas, et je pense que vous ne devriez pas non plus, accepter qu'en sortant de cet esclavage monétaire, financier et politique, nous puissions nous retrouver comme à la sortie de l'esclavage avec un nouveau système beaucoup plus élaboré dans lequel, par manque de vigilance de nos intellectuels, on aurait été encore dupé par les mêmes. Alors, je pense que nous devons inscrire dans notre démarche un souci d'éternité. Nous ne voulons pas une Afrique qui va à la va-vite réaliser son unité de façon à faire plaisir au reste du monde qui a besoin de nous exploiter, notamment nos terres et toutes nos ressources. Nous voulons une Afrique à qui l'on fout la paix désormais et une Afrique qui est capable de réfléchir dans tous les domaines qui ont été, semble-t-il, déjà bouclés par le Vatican, pour déterminer par le fait de ses propres populations ce que nous voulons. Nous avons toutes les ressources nécessaires. Tous les continents du monde ont déjà eu à faire ce travail pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, j'invite notre génération à affirmer cette exigence. Nous ne voulons pas d'une Afrique européenne, d'une Afrique chinoise, d'une Afrique
multipolaire, arc-en-ciel, avec l'homosexualité qui devient la norme, où on castre tous les hommes africains, etc., etc. Nous voulons une Afrique qui est capable de pouvoir mettre au cœur de son avenir ses propres traditions et pouvoir ainsi enfin montrer au monde la direction de la civilisation. C'est ça le rôle de l'Afrique. Notre démarche est évidemment dépourvue de toute volonté belliqueuse. Nous voulons simplement partager avec tous notre vision. Je me désole donc d'avoir été censuré précédemment et j'espère que la parole ne me sera pas retirée encore une fois. Et en tout cas, je remercie les ancêtres d'avoir fait en sorte que nous ayons pu récupérer néanmoins une partie de la vidéo qu'on avait faite dans la première partie. Je voudrais donc attirer l'attention des politiques africains, des peuples africains et de la diaspora sur notre responsabilité. Nous ne pouvons pas faire l'économie de penser notre avenir. Nous avons toutes les ressources nécessaires, toutes les ressources requises pour cela aujourd'hui. Nous devons donc, d'après moi, refuser, il n'y a pas d'autre façon de le dire, cette proposition, que dis-je proposition, ce système de néo-esclavage que le Vatican veut nous imposer. C'est vrai que toute l'architecture du système géopolitique est basée sur cela. Je sais que cela va nécessiter évidemment un vrai combat de la part de nous, peuples africains. Mais j'aimerais dire à la place de combat, un vrai dialogue avec non seulement le monde, mais aussi entre nous-mêmes. Lorsque j'avais décidé de prendre la parole pour la première fois publiquement, j'avais dit que c'était par cercle concentrique que nous allions réussir à guérir le monde de toutes ces fièvres qui l'empêchent de retrouver la stabilité, notamment en raison d'un système de gouvernance du monde qui est basé sur la peur et qui pourtant, lorsqu'on y regarde de près, est d'une absurdité sans nom. Pouvoir dire que la nation la plus puissante, c'est celle qui est capable de détruire la planète 7 fois en appuyant sur un bouton, vous devez laisser cette information monter à votre cerveau et vous rendre compte qu'il s'agit de la plus grande stupidité qui soit. Et pourtant, c'est comme ça que le monde est dirigé aujourd'hui. Nous voulons proposer autre chose au monde parce que cela ne nous arrange pas, non seulement nous, Africains, mais nous voyons très bien que lorsque l'équilibre des forces est réalisé comme là, il l'est aujourd'hui, avec la Russie et la Chine, qui se positionnent également avec leur capacité de feu qui n'est pas négligeable,
nous voyons que l'intérêt d'aucun être humain sur cette planète n'est garanti. Alors, nous pensons que le monde a besoin de la voix singulière de l'Afrique. Pour rappel, l'Égypte antique a été une civilisation qui a régné sur le monde pendant des milliers d'années. Et pendant ces milliers d'années, nous avons vu que cette tradition égyptienne s'est répandue partout dans le monde, avec les sciences qui ont été mises au point, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, l'agriculture, toutes ces technologies qui ont été développées dans l'Égypte ont été répandues partout dans le monde afin d'apporter cette tradition, ces sciences au reste du monde. Aujourd'hui, il est question pour nous, peuple d'Afrique, de montrer notre savoir-faire en termes de pacification du monde afin que nous puissions aider le monde à sortir de cette impasse des armes de destruction massive. Vous pourriez dire certainement que peut valoir ma voix parce que non seulement je n'ai pas de responsabilité publique, mais en plus, je ne suis qu'un simple être vivant qui parle, qui partage sa vision avec le reste du monde. Cela ne m'intimide point parce que l'important, c'est le message qui est porté. Et je crois que ce message va trouver un écho beaucoup plus loin que vous qui m'écoutez aujourd'hui pouvez le penser. En tout cas, j'ai à cœur de porter un message qui soit simple à comprendre et qui soit accessible pour tout le monde. Donc, je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Je vous disais notamment que si nous voulons laisser le monde aller dans cette dynamique, nous allons tous le regretter. Parce qu'effectivement, vous avez vu qu'aujourd'hui, tout est en place pour pouvoir déclencher ce que d'aucuns appellent une troisième guerre mondiale. Les exercices militaires ont été déjà faits. Les armées ont été déjà fait bénir leurs armes, à Lourdes notamment. Et nous voyons que toutes les choses sont en train de se mettre en place pour pouvoir, dès l'étincelle déclenchée, eh bien, engager le monde dans une nouvelle course contre la mort, pour éviter simplement que certains qui ont commis des crimes graves pendant le Covid-19 puissent répondre de leurs responsabilités. Nous le savons. Ils ont besoin d'une guerre pour éviter que l'humanité se retourne contre eux. Et pour ça, ils ne se privent de rien. Mais je pense, comme je l'ai dit, que l'humanité vaincra. Et c'est pour ça que je viens ici pour inviter à la vigilance chaque être vivant de cette planète, afin que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous ait à cœur de se libérer de la propagande médiatique. Cette propagande qui a eu toujours pour effet de manipuler non seulement nos opinions, nos émotions, nos opinions, mais aussi nous manipuler pour nous mener à la mort. C'est exactement ce qui a été fait pendant le Covid-19. À un moment où
nous pensons que l'humanité a besoin d'être éduquée pour que les êtres humains puissent apprendre à mieux s'occuper de leur santé, pour qu'ils puissent faire en sorte de se passer des médecins, comme dans l'Égypte antique. L'industrie pharmaceutique a développé une économie sur la mort. J'hésite à appeler ça la santé, parce qu'il s'agit avant tout d'une économie de mort, plutôt que d'une économie qui est fondée sur le bien-être réel des populations. Nous devons donc appeler à la responsabilité de nous, chacun d'entre nous, sur les mesures à prendre afin d'être les conducteurs qui sont au volant de ce corps dans lequel nous vivons. Vous savez, dans l'Égypte antique, qui me sert de trame, les pharaons ont bâti les plus grandes civilisations qui ont été tellement rayonnantes dans le monde que les peuples assaillants de l'Égypte n'ont eu d'autres possibilités que d'aller s'approprier jusqu'à même les monuments afin de pouvoir bâtir leur civilisation sur les ruines de l'Égypte. Et comme j'ai eu à le préciser dans le communiqué de presse, c'est assez désolant de constater que même la décence la plus élémentaire est refusée à nos ancêtres de l'Égypte antique, que l'on exhibe aujourd'hui dans les musées pour faire de l'argent, des dignitaires à qui l'on refuse le droit au repos éternel. Et pourtant, de leur vivant, ils avaient œuvré de sorte à pouvoir être inscrits dans cette éternité. Nous avons des combats à mener pour que l'humanité puisse se réconcilier sur la base de la vérité, de la justice et surtout, de façon bien évidemment solidaire, nous devons réparer. À titre personnel, j'attache une grande importance à ce que j'ai appris de ma tradition africaine, notamment qu'il n'y a pas de crime qui puisse être pardonné sans qu'il y ait des mesures de réparation. Bien sûr, nous voyons certains prétendre faire des réparations à l'esclavage. Et pourtant, pendant qu'ils prétendent cela, ils prennent des mesures pour poursuivre encore en profondeur cet esclavage. On ne peut réparer un crime lorsque, dans le même temps, nous prenons des mesures pour le prolonger. Donc, la première des choses que l'Afrique doit défendre, le premier des combats que l'Afrique doit mener, c'est de briser les chaînes de cet esclavage, faire cesser le crime et ensuite parler, dialoguer, aborder les questions de réparation de façon, comme je l'envisage, de façon solidaire. Nous pensons que nous pouvons inscrire non seulement l'Afrique et son peuple au cœur de l'éternité cosmique, mais
comme l'Égypte antique a eu toujours le souci de le faire, nous pouvons et nous devons avoir le souci d'inscrire l'humanité tout entière dans cette éternité cosmique. Et c'est pour cela que j'envisage cette réconciliation sur la base de la réparation dans un sens de solidarité entre les peuples, mais aussi surtout avec une capacité donnée à chaque peuple de s'autodéterminer. Et l'Afrique, qui n'a jamais eu l'opportunité de se retrouver pour penser son avenir, mérite enfin qu'on lui foute la paix avec des programmes, des pensées toutes faites de l'extérieur et que nous laissions enfin le peuple africain lui-même réfléchir à son avenir, déterminer quel type de royaume ou d'État nous voulons pour notre avenir. Voilà donc le message que je voulais porter aujourd'hui dans le cadre de cette prise de parole, parce que il ne s'agit plus de courir derrière des bâtiments qui sont ou des TER ou des métros pour que, enfin, on puisse avoir Paris à Abidjan ou on puisse avoir Paris à Dakar. Mais nous voulons que, comme tous les peuples, comme la Chine l'a fait, comme la Russie l'a fait, que nous puissions nous-mêmes nous rassembler et réfléchir ensemble à notre avenir. Nous avons des sciences que le monde a besoin d'appréhender. Nous avons un certain nombre de possibilités que le monde a besoin aussi, pourquoi pas, d'explorer et d'appréhender. En tout cas, moi, je trouve que nos traditions africaines sont d'une richesse incommensurable. Depuis un certain nombre d'années, je me suis mis à faire la synthèse de ce que j'ai appris de mon éducation à l'école de Jules Ferry, ainsi que de mon parcours, de mon expérience et de mon éducation traditionnelle africaine. Et j'ai pu ainsi être à même de développer un certain nombre de solutions qui sont en tout cas des solutions qui non seulement vont aider l'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, être, comme dans l'Égypte antique, une source de lumière pour le monde. Nous avons cette volonté, parce que nous pensons que le monde ne peut pas être monde si l'Afrique n'a pas sa liberté, si l'Afrique n'a pas sa voix, si l'Afrique n'a pas la possibilité de déployer ses propres méthodes d'exploration de la science, de la vie, de l'agriculture, de la religion, de l'espace. Nous avons besoin que l'Afrique soit véritablement capable d'assumer sa destinée. Voilà donc le message que je souhaitais porter aujourd'hui. Je vais être du coup assez bref, vu que nous avons démarré avec un peu de retard. Mais en tout cas, ce message, je le porte parce que c'est un message que j'ai eu à méditer pendant un certain nombre d'années. Et les ancêtres, les divinités qui nous accompagnent ont fait en sorte que je sois aujourd'hui en capacité de délivrer ce message. Je tiens à saluer les efforts qui sont déployés par les Africains partout sur le continent, aussi dans la diaspora, pour accompagner les peuples du Niger
les peuples du Mali, de la Guinée, de la Centrafrique, afin que ces peuples, ayant été libérés du joug colonial actuel, puissent, nous l'espérons tous, faire en sorte que leur peuple puisse décider de quelle Afrique, de quels États nous voulons. Et comme j'ai dit dans la première partie, nous avons toujours pris l'habitude, au niveau de nos pays, d'observer l'occupant venir s'en prendre à une nation, en finir avec cette nation, attendre 2 ans, 3 ans, s'en prendre à une autre, tandis que les autres le regardent faire. Je sais, je vais porter un message que ceux qui veillent sur nos réseaux sociaux au quotidien ont pris l'habitude de censurer. Je le dis, je le répète. Si nous voulons sortir de cet esclavage et nous donner la possibilité de nous occuper de nos affaires par nos propres moyens, nous devons, d'un concert, dans un mouvement déferlant des peuples, bouter hors d'état de nuire tous ces États qui ont décrété que l'Afrique, c'est leur avenir. Je sais, lorsque la plupart d'entre vous entendez ce message, vous le prenez à la légère. Je comprends, parce qu'on a eu l'habitude de nous soumettre à ce genre d'invectives, ou alors si on s'est indigné, c'est quelques bruits sur les réseaux sociaux et c'est terminé. Moi, je dis aujourd'hui que ce système qui veut faire de l'Afrique son avenir, sachant que ceux des peuples qui ont fondé l'Europe, c'était des nègres, comme vous et moi, sachant que toutes les royautés d'Europe étaient des nègres et que ceux-là ont été tous massacrés afin de pouvoir s'approprier tout ce qu'ils ont bâti comme civilisation, comme réalisation monumentale. Nous avons aujourd'hui des preuves qui montrent que toute la royauté britannique était nègre, par exemple. Toute l'Écosse a été fondée par des Noirs. Et ce sont des preuves qui sont aujourd'hui disponibles. Et le monde ne peut plus ignorer ces vérités qui se révèlent aujourd'hui. Donc, lorsque j'entends certains dire que nous voulons une Afrique comme étant notre avenir, cela veut dire exactement qu'ils entendent faire de l'Afrique ce qu'ils ont réussi à faire de l'Europe aujourd'hui. Un continent où ce sont les Blancs qui vont remplacer le Noir. Tandis qu'ils parlent de grand remplacement chez eux, ils veulent opérer le grand remplacement sur le continent africain, après l'avoir fait également dans les Antilles. Donc, je veux instamment inviter tous les Africains à ne pas prendre à la légère ce genre de messages, ce genre de politiques qui sont menées de façon rigoureuse pour atteindre cet objectif. Nous devons résoudre une bonne fois pour toutes cette question d'asservissement de notre peuple. Et pour le faire, nous avons besoin de faire preuve de solidarité radicale entre tous les pays d'Afrique. Et en même temps,
je répète, nous devons, de façon simultanée, décider que c'est terminé, cet esclavage. Lorsque nous réussirons à le faire, alors nous pourrons, une bonne fois pour toutes, mettre fin à cette tragédie sur notre peuple qui n'a que trop duré. Nous ne pouvons pas attendre que le Mali règle son histoire, que le Niger règle son histoire, que chaque pays se démène pour s'en sortir. Mais c'est ensemble et en même temps que nous devons prendre les choses en main. J'ai eu à le dire, les systèmes politiques actuels ne peuvent plus rien. Ils sont déjà sous le contrôle des Occidentaux. Ils n'ont plus aucune solution dans leur besace pour nos populations. Voilà pourquoi je vous invite, en tout cas, à entendre ce message, qui est un message qui va permettre de pouvoir ouvrir le dialogue véritable entre les peuples. Nous n'avons pas pour intention de priver le reste du monde de ce que l'Afrique peut apporter, bien au contraire. Mais nous pensons que l'économie qui a été développée sur la base de la fraude, cette économie-là, l'humanité est capable de bâtir une alternative à cette économie. Et à travers l'écosystème que j'ai construit, j'entends bien faire preuve de ce que je dis. Je pense que les peuples africains sont capables d'être moteurs de cette transformation sociale positive que je défends et à laquelle je travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Je veux juste inviter ceux qui me persécutent, ceux qui pensent que je n'ai pas le droit de manger ni de travailler, à simplement observer ce qu'est un être humain. Et lorsqu'ils auront réussi à se réconcilier avec leur humanité, et que vous aurez pu me faire confiance pour nous permettre de travailler ensemble, alors ils verront qu'en dehors de piller les autres, en dehors de vivre comme une sangsue sur le dos des autres, eh bien, on est capable, dans une intelligence supérieure, de bâtir un monde meilleur, un monde durable pour chaque peuple qui est sur cette planète et qui peut administrer son espace comme il l'entend. Voilà donc ce message que je souhaite apporter, j'espère dans la paix. Si j'ai choqué des gens, je vous demande d'avance de m'en excuser, mais il s'agissait avant tout de proposer une vision différente de celle que la plupart des agents du système moribond dans lequel nous sommes se battent pour promouvoir, en censurant des gens comme nous, qui pourtant ne disons pas pire que d'autres. Voilà donc, je tiens vraiment à vous dire merci d'avoir participé à cette conférence à mes côtés. Je tiens particulièrement à remercier les frères et sœurs qui sont venus ici en présentiel, parce qu'effectivement, ça donne une autre sensation, c'est vrai. Voilà, c'est mieux que quand on est tout seul derrière son ordinateur. Mais voilà, je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et je veux, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et donc,
nous allons en tout cas vous donner rendez-vous parce que je travaille sur un sommet international du leadership Ubuntu qui va avoir lieu au mois de septembre, du 28 au 1er octobre, et qui va aborder la question du leadership Ubuntu. Et d'ici là, j'aurai à vous faire des communications, à mettre en lumière des solutions qui font partie de l'écosystème Ubuntu. Et j'espère que nous serons nombreux à participer à ce sommet international pour proposer au monde d'autres solutions que le management par la peur qui entraîne l'humanité dans le gouffre. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation à ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Et comme j'ai pour coutume de dire, comme des abeilles conscientes et consciencieuses, le cœur à l'ouvrage, nous devons garder. Ubuntu. Faisais la réflexion dans le collège de voir cette compagnie. Oh, ah bah on a des postes.